Dans l'actualité ce mercredi, le retour au pays du président de la République. À son arrivée cet après-midi, Alassane Ouattara, de retour d'un séjour d'une semaine hors du pays, a reçu les honneurs militaires. À l'accueil, le Premier ministre, le secrétaire général de la présidence et les membres du gouvernement. Le Premier ministre ivoirien dirige un séminaire gouvernemental aujourd'hui au palais présidentiel. Il porte sur la scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans. Le but ultime est d'adopter un document stratégique sur la scolarisation obligatoire par le ministère de l'Éducation nationale. Et cette rencontre importante autour de la préservation de nos routes, plus de 200 experts européens et africains sont à Yamoussoukro pour réfléchir sur le dimensionnement des chaussées. Une rencontre tenue hier et aujourd'hui, conjointement organisée par 5 structures intervenant dans le BTP. Et puis à l'étranger, le Nigeria qui s'est réveillé ce matin avec un nouveau président. Muhammadu Buhari a remporté la présidentielle en s'imposant face à Goodluck Jonathan. Une alternance démocratique saluée par la communauté internationale. Décryptage dans ce journal. Voilà pour les titres, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Au sommaire également, EcoPlus, la tribune économique de la rédaction. Ce soir, coup de projecteur sur la privatisation des services d'assistance en escale à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Quels sont les enjeux et les défis? Tous les éléments de réponse dans EcoPlus à suivre au cours de ce journal. Tout d'abord ce soir, ces images du retour au pays du président de la République. À son arrivée cet après-midi, le chef de l'État a reçu les honneurs militaires. À l'accueil, vous le voyez sur ces images, le Premier ministre, le secrétaire général de la présidence et les membres du gouvernement. Alassane Ouattara revient, faut-il le rappeler, d'un séjour d'une semaine hors du pays qu'il a mené notamment en Turquie, où il a effectué une visite officielle, visite sur invitation de son homologue Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Au cours de cette visite, le chef de l'État ivoirien a eu un tête-à-tête avec son homologue turc au palais de la présidence de Turquie. Faisant le point de cette visite officielle sur le sol turc, le président Ouattara s'est réjoui de nombreux contacts et autres opportunités enregistrées lors de ses déplacements. Cette visite en Turquie, 17e puissance économique mondiale, sera d'un grand apport dans la renaissance de la Côte d'Ivoire. Ce sont les mots du président de la République. Je vous propose de l'écouter. Cette visite était la première d'un chef d'État ivoirien depuis l'établissement de nos relations diplomatiques avec la Turquie en 1998. Elle traduit notre volonté de consolider et de diversifier les relations qui unissent la Côte d'Ivoire et la Turquie et de faire de l'axe Ankara-Abidjan le pilier de la coopération que la Turquie a nouée avec l'Afrique. Je voudrais donc exprimer toute ma gratitude au président Erdogan pour son invitation et pour l'excellent séjour que nous avons passé dans ce beau et grand pays. À ces remerciements, j'associe le peuple de la Turquie pour la qualité et la chaleur de l'accueil qui nous ont été réservés à ma délégation, à mon épouse et à moi-même. Au cours de nos entretiens, le président Erdogan et moi-même avons réaffirmé notre volonté de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. La Côte d'Ivoire est déjà le premier partenaire de la Turquie parmi les pays francophones d'Afrique subsaharienne et le troisième pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Mais nous avons l'ambition d'aller plus loin, de tripler le volume de nos échanges pour atteindre très rapidement le milliard de dollars à l'horizon 2019-2020. À cet égard, les membres de nos deux gouvernements ont procédé à la signature de 8 accords de coopération. Ces accords portent sur les secteurs de la diplomatie, de l'éducation, de la culture, du tourisme, de la formation militaire, technique, scientifique et de la sécurité. J'ai eu également des entretiens avec d'autres autorités turques, notamment le vice-premier ministre qui est par ailleurs le responsable de l'agence de coopération turque, la TİKA, et le vice-président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Avec ces deux personnalités, il a été question de coopération économique, notamment des possibilités d'aide que la TİKA pourrait apporter à notre pays dans le cadre de la réalisation de certains projets, dont la construction d'une école et d'une mosquée,
ou encore l'augmentation des bourses à octroyer par la Turquie aux étudiants ivoiriens. Il a été aussi question de coopération politique et du renforcement des relations parlementaires entre nos deux assemblées nationales, dont les bases ont déjà été jetées en 2011 avec la mise en place d'un groupe d'amitié ivoiro-turc et la visite du président de l'Assemblée nationale qui m'a représenté en août dernier à l'occasion de l'investiture présidentielle du président Erdogan. Un forum économique ivoiro-turc a également été organisé dans le cadre de cette visite. Ce forum a vu la participation de près de 100 chefs d'entreprise ivoiriennes que je voudrais à nouveau saluer pour leur forte mobilisation et leur participation très appréciée. Au cours de ce forum, qui a été l'occasion de présenter les potentialités de la Côte d'Ivoire par le CPC et par nous-mêmes, nous avons exhorté les entreprises turques à venir investir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en pleine reconstruction et nous avons besoin du savoir-faire des entreprises turques dans les domaines de la construction, des infrastructures, des logements sociaux, des transports, du tourisme, de l'énergie ou encore de la transformation des matières premières. J'ai incité ces entreprises et les populations turques à consommer davantage de chocolat fabriqué à partir du cacao ivoirien et à venir construire des usines de transformation de cacao dont notre pays bien évidemment est le premier producteur mondial avec 40% de part de marché et bien évidemment grâce à nos concitoyens paysans, nous comptons le rester. J'ai bien évidemment encouragé aussi les nombreux entrepreneurs, nos compatriotes présents à ce forum, à développer des partenariats gagnant-gagnant avec leurs homologues turcs. En marge de ce forum, j'ai échangé avec plusieurs chefs d'entreprise turcs. Ces échanges ont essentiellement porté sur les différentes opportunités d'investissement dans notre pays, dans divers domaines, notamment la banque, la construction, les infrastructures, l'agro-industrie, l'énergie, mais au niveau de l'industrie, avec le projet de construction d'une cimenterie d'une capacité de 1 million de tonnes, où 50 millions de dollars seront investis très rapidement et cela créera donc des emplois pour nos jeunes et la population. Comme à chacune de mes visites à l'extérieur, j'ai aussi échangé avec nos compatriotes résidant en Turquie pour leur donner des nouvelles du pays et les encourager à continuer de respecter les règles dans leur pays d'accueil, en leur disant qu'ils devaient tous se considérer comme étant en mission, donc pour donner la bonne image de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Enfin, nous avons visité des sites historiques et culturels d'Istanbul, notamment la Mosquée Bleue, la basilique Sainte-Sophie et le palais Topkapı. Donc, c'était très agréable. Mon séjour a été particulièrement bien organisé, un séjour excellent. Je tiens à renouveler mes remerciements au président Erdogan et au peuple turc et au gouvernement turc pour l'accueil exceptionnel dont nous avons été l'objet. La Côte d'Ivoire, à mon sens, a beaucoup à apprendre de l'expérience de la Turquie, qui maintenant est un grand pays émergent, 17e économie dans le monde, qui ambitionne d'ici 2020-2025 à être parmi les 10 premières puissances économiques mondiales. Et d'ailleurs, j'ai à cet égard invité le président Erdogan à effectuer une visite d'État en Côte d'Ivoire, donc dès après l'élection présidentielle d'octobre 2015, ce qu'il a bien voulu accepter. Dans le reste de l'actualité nationale, le chef du Parlement a échangé hier en fin d'après-midi avec 3 diplomates. Guillaume Soro s'est entretenu avec les nouveaux ambassadeurs de l'Union européenne et de la Palestine en Côte d'Ivoire, ainsi que le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU dans le pays. Sujet abordé, la coopération entre la Côte d'Ivoire et les institutions et pays d'origine de ces diplomates, aussi la prochaine présidentielle ivoirienne. Brouléon.
La Côte d'Ivoire qui a renoué avec la normalité sociale, administrative, politique et économique peut toute seule organiser ses élections. Déclaration du nouvel ambassadeur de l'Union européenne à sa sortie d'audience avec le président de l'Assemblée nationale. C'est qu'avec Guillaume Soro, Jean-François Valette n'a pas évoqué le financement des prochains scrutins comme ce fut le cas en 2010. Ils ont plutôt échangé sur la coopération entre leurs deux institutions et les axes prioritaires d'intervention de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Le diplomate européen s'est tout de même informé sur le processus électoral. J'étais intéressé à avoir le sentiment du président de l'Assemblée nationale sur la préparation de ces élections, leur sécurisation, les conditions dans lesquelles elles vont se dérouler et les relations qu'il pouvait avoir avec le gouvernement et avec la commission électorale indépendante pour savoir comment tout cela s'organisait. Et je ne vous cache pas que nous avons été rassurés. J'ai constaté que le président de l'Assemblée nationale était très, soucieux de faire en sorte que les projets puissent avant tout bénéficier à la jeunesse et aux plus démunis. Et je l'ai rassuré sur ce point, puisque la plupart de nos projets ont également un volet social important pour permettre aux plus démunis d'avoir accès aux services. Les élections de 2015, il en a été également question au cours de l'audience accordée par le chef du Parlement au représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Avant Simon Monzou, Guillaume Soro a échangé avec Atef Moustapha, le nouvel ambassadeur de Palestine en terre d'Éburnie. Sujet abordé, la coopération ivoiro-palestinienne et notamment les journées culturelles et le forum économique palestinien prévu pour se tenir respectivement du 9 au 14 avril et du 31 mai au 3 juin 2015 ici à Abidjan. En bref, ce prix portant le nom du président de l'Assemblée nationale, le prix Guillaume Soro pour la photographie vient d'être institué au plan national. Paix et cohésion sociale est le thème de l'édition 2015 de ce concours qui va récompenser la meilleure photographie d'art, le meilleur reportage tenant compte de l'innovation et de la créativité. Le gouvernement ivoirien entend mettre fin à la circulation de milliers de passeports frauduleux. Une mesure d'annulation de passeports diplomatiques et de services non biométriques est en cours. Face à la presse, ce lundi, le ministère des Affaires étrangères a expliqué les raisons qui motivent ce choix. C'est avec Marie-Laure Magniessé et Gabriel Zani. Les passeports diplomatiques et les passeports de services non biométriques ne sont plus valables en Côte d'Ivoire depuis le 15 mars 2015. Seuls les passeports diplomatiques et de services biométriques à puce sont autorisés. En mai 2011, 74 000 passeports officiels de l'État de Côte d'Ivoire étaient en circulation, des passeports acquis en partie de manière frauduleuse. Une situation qui jette un discrédit sur le pays. Le président de la République a mis fin à la circulation des anciens passeports diplomatiques et de services non biométriques et définitivement nous sommes entrés dans l'ère de ces passeports biométriques à puce pour les passeports diplomatiques et de services, avec pour objectif donc de permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver la crédibilité qu'elle a perdue. Entre 64 000 passeports, nous sommes aujourd'hui à environ 11 000 passeports. Cette disposition prise par l'État ivoirien produit déjà des bénéfices pour le pays. Certains pays déjà sont entrés en négociation avec nous pour pouvoir permettre aux bénéficiaires de ces passeports officiels d'avoir accès à leur territoire sans visa. Les passeports diplomatiques et de services peuvent être délivrés à différents titres. Ces passeports officiels peuvent être délivrés à titre normal, à titre de courtoisie et à titre exceptionnel. La 3e conférence des ambassadeurs de Côte d'Ivoire prévue le 20 avril prochain sera présidée par le chef de l'État. La conférence réunira 47 ambassadeurs ivoiriens pour évoquer l'orientation de la diplomatie. Le gouvernement ivoirien amorce la modernisation des services d'assistance en escale de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Dans cette démarche, la gestion de la régie d'assistance vient d'être confiée à un opérateur privé à travers la signature d'une convention. Quel rôle va jouer cet opérateur retenu à la suite d'un appel d'offres international au moment où le gouvernement multiplie les efforts en vue d'obtenir la certification pour cet aéroport? C'est à cette question essentielle que répond EcoPlus ce soir, un sujet signé Francis Boifo.
C'est une entreprise coétienne qui a été retenue à la suite de l'appel d'offres lancé par l'État de Côte d'Ivoire pour remplir les missions de la régie d'assistance en l'escale à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La régie est chargée d'assurer toutes les opérations d'assistance des vols sur la plateforme aéroportuaire. Nous allons reprendre toutes les activités qui concernent l'assistance aux passagers, le handling des vols, à savoir déchargement, rechargement des bagages, du fret, et également le nettoyage avion et toutes les opérations aériennes qui vont avec. Cette structure, avec laquelle l'État a signé une convention, est classée parmi les meilleures compagnies d'assistance au sol sur les marchés émergents. Elle démarre effectivement ses activités en juin prochain avec ses tenues présentées officiellement aux responsables de compagnies aériennes. Nous ferons le nécessaire pour que l'aéroport évolue graduellement et devienne compétitif et un hub régional dans l'Afrique de l'Ouest. Pour ce faire, de vastes chantiers de réhabilitation des services sont annoncés, mais le responsable des services d'assistance en l'escale précise qu'aucun employé ne sera licencié, contrairement aux rumeurs. Au niveau de notre contrat avec l'État de Côte d'Ivoire, nous reprenons l'intégralité des 777 personnes qui aujourd'hui composent l'effectif de la société, la régie d'assistance en escale. Ces salariés seront maintenus dans l'entreprise aux mêmes conditions salariales et avec leur ancienneté. Des responsables de structures aériennes intervenant à l'aéroport saluent la privatisation des services d'assistance en l'escale. C'est une société qui vient du Golfe, qui a beaucoup de moyens et qui certainement va financer tous les outils qui vont nous permettre de bien recevoir les avions. L'arrivée donc de NAS permettra de renforcer l'outil de production, de renforcer le management et de donner une crédibilité aux opérations d'assistance en escale sur l'aéroport d'Abidjan. Et ça, c'est important par rapport aux compagnies aériennes qui, avant de venir dans un pays, cherchent à savoir qui va les assister donc sur l'aéroport de ce pays-là. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, c'est aujourd'hui 1 500 000 passagers, 8 200 vols et près de 21 000 tonnes de fret. Des chiffres qui vont certainement augmenter grâce aux prestations de la société coétienne. Forcément, au niveau du volet commercial, ça aura une grande influence vu que l'aéroport d'Abidjan sera désormais considéré comme un aéroport de référence par rapport justement aux services que NAS offre. Nous comptons travailler en collaboration étroite avec NAS pour satisfaire nos clients tout au long de la chaîne de traitement au sein de l'aéroport d'Abidjan, mais également en pleine sécurité et en pleine sûreté autour de nos avions. La satisfaction des passagers et clients à travers des services de qualité, le renforcement des dispositions de sûreté et de sécurité à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. L'État vise un seul objectif, la certification de cet aéroport. La certification d'un aéroport consiste à faire en sorte que cet aéroport soit exploité selon les normes requises par l'Organisation de l'aviation civile internationale, en abrégé OACI. La certification OACI d'un aéroport est un processus très long. Il consiste en 5 phases. La phase d'expression d'intérêt, la phase de demande formelle. Dans cette phase, l'exploitation de l'aérodrome soumet un manuel d'aérodrome. La phase 3, la NAC, qui est l'autorité nationale de l'aviation civile, évalue, n'est-ce pas, ce manuel. La phase 4, on délivre le certificat et on transcrit cela dans l'AIP. Une fois ces étapes terminées, les experts de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI mènent des audits pour s'assurer qu'aucun détail n'a été oublié dans le processus. Relativement à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les travaux liés à la certification OACI avancent bien. Du point de vue sécurité, aujourd'hui, nous sommes à 64% et à 78% au niveau de la sûreté. Or, un aéroport au niveau mondial est considéré comme sûr et sécurisé lorsque vous atteignez le niveau de 60. Les actions que nous sommes en train de mener aujourd'hui vont permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir enfin la certification. En plus de la certification OACI, l'État de Côte d'Ivoire travaille à l'obtention de l'agrément TSA, Transport Security Administration, permettant aux compagnies d'effectuer des vols directs en provenance et en partance pour les États-Unis d'Amérique. C'est que le président de la République et son gouvernement
ont l'ambition de faire de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan une référence en Afrique et d'attirer le maximum de compagnies aériennes à travers le monde. Voilà, c'était EcoPlus au cœur des services d'assistance en escale de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, un sujet proposé par le service économie de la rédaction. Je vous le disais en titre, le Premier ministre ivoirien dirige un séminaire gouvernemental ouvert aujourd'hui au palais présidentiel. Il porte sur la scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans. Le but ultime est d'adopter le document stratégique sur la scolarisation obligatoire proposé par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Les précisions de Sidonie Davila. La scolarisation obligatoire pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire âgés de 6 à 16 ans, préoccupation essentielle pour le chef de l'État, sera une réalité à compter de la prochaine rentrée scolaire. Depuis ce mercredi, le gouvernement est à pied d'œuvre pour élaborer un document stratégique sur la scolarisation. L'idée de ce séminaire, ça a été de réfléchir et de discuter sur justement toutes les conditions qui vont permettre à ce projet, qui est un projet présidentiel, d'être un succès. Donc c'est de combien d'élèves il s'agit. Nous avons parlé beaucoup de statistiques. Quels sont les besoins en construction de nouvelles classes? Quel peut être l'apport du secteur privé? 100% d'enfants scolarisés à la rentrée scolaire 2015-2016, c'est le défi à relever. Cependant, des dispositions sont à prendre. Il faut savoir que sur les 10 années à venir, c'est environ 14 000 salles de classe qu'il faudra construire pour pouvoir prendre en charge tous les enfants en âge d'être scolarisés. Évidemment, il faudra recruter des enseignants, il faudra prévoir des kits scolaires pour tous ces enfants, des manuels scolaires, des cantines. Au sujet des troubles qui ont secoué le secteur de l'éducation ces derniers jours, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique rassure tous les acteurs du système éducatif de la prise en compte de leurs différentes revendications par le président de la République. Le président de la République a décidé, après 27 années, de débloquer les salaires. Il maintient sa décision et je confirme ici que les salaires seront bel et bien débloqués. Les salaires de tous les fonctionnaires seront revalorisés. À l'endroit des élèves, je voudrais leur dire de reprendre aussi le chemin de l'école. Les travaux du séminaire gouvernemental sur la scolarisation obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans devraient s'achever en début de semaine prochaine et les conclusions seront remises au chef de l'État. On en vient à cette rencontre importante autour de la préservation de nos routes. Plus de 200 experts européens et africains sont à Yamoussoukro pour réfléchir sur le dimensionnement des chaussées. Une rencontre tenue hier et aujourd'hui, conjointement organisée par 5 structures intervenant dans le BTP. En clair, ce forum devrait permettre aux participants de partager leur expérience et proposer des pistes pour une meilleure durée de vie des chaussées en Afrique. Soro Corona, Charles Tatou. Le problème de la durée de vie des chaussées en Côte d'Ivoire demeure une préoccupation pour les ingénieurs et les pouvoirs publics. Nombreuses sont les chaussées qui se dégradent au bout de 5 ans. Pour cerner les différentes problématiques liées à ce domaine et proposer des solutions idoines et durables, toutes les structures techniques en charge de la construction des routes ont initié un séminaire scientifique international sur le dimensionnement des chaussées. Selon les experts, le dimensionnement d'une chaussée est la détermination de la nature et l'épaisseur des couches qui la constituent afin qu'elle puisse résister aux agressions multiples auxquelles elle sera soumise durant sa durée de vie. Le ministre a souhaité que nous puissions regarder avec tous les experts ivoiriens, mais aussi des experts du monde entier venant de l'Europe et de l'Afrique, quels sont les retours d'expérience dans ces pays-là. Regarder au niveau de la conception ce qu'il faut améliorer, au niveau de la mise en œuvre, quels sont les matériaux de qualité qu'il faut utiliser, les entreprises performantes qu'il faut utiliser. Durant 2 jours, plus de 200 experts européens et africains vont proposer des pistes de solutions tenant compte de la disponibilité locale des matériaux constitutifs et des expériences acquises. On ne peut pas faire une route si on ne connaît pas les matériaux. Mais la seule entité qui peut permettre de connaître les matériaux, c'est le LBTP. Lorsqu'on réalise des travaux, pour savoir si les travaux ont été bien faits, évidemment, ce sont les résultats
du LBTP. Les théories sont à peu près les mêmes, mais les matériaux qui servent à construire les routes ne sont pas les mêmes. Et les climats ne sont pas toujours les mêmes. Au sortir de ce séminaire, la Côte d'Ivoire va pouvoir mettre en place une équipe qui va établir des normes et des catalogues de dimensionnement des chaussées. 4 sous-thèmes vont meubler ces travaux. Ce séminaire vise également à proposer aux autorités compétentes la mise en place d'un comité technique dont la mission sera d'élaborer des guides spécifiques au cas des chaussées neuves, des élargissements et des renforcements pour la Côte d'Ivoire. À la une de l'actualité internationale, évidemment, le Nigeria. Le pays s'est réveillé ce matin avec un nouveau président. Muhammadu Buhari a remporté la présidentielle en s'imposant face à Goodluck Jonathan. Une actualité qu'on décrypte avec le service politique et actualité internationale de la rédaction. Thomas Guessambi, bonsoir. Bonsoir Ali. Alors vous êtes membre de ce service, notre spécialiste maison. Avant d'échanger avec vous, suivons ce reportage de Sylvie Touré qui revient justement sur la victoire de Muhammadu Buhari, aussi la victoire de la démocratie. Le Nigeria ouvre une nouvelle page de son histoire. Depuis l'indépendance du pays, c'est la première fois qu'un parti d'opposition gagne les élections face à un parti au pouvoir. Ce week-end, les Nigérians ont voté pour l'alternance. Goodluck Jonathan, président sortant, a reconnu sa défaite. Il a appelé ses partisans au calme. Je remercie tous les Nigériens une fois de plus pour l'opportunité qu'on m'a donnée pour diriger ce pays. Et je vous assure que je vais continuer à faire de mon mieux à la tête des affaires nationales jusqu'à la fin de mon mandat. J'ai envoyé personnellement mes meilleurs vœux au général Muhammadu Buhari. Que Dieu Tout-Puissant continue à bénir la République fédérale du Nigeria. Un acte salué par le nouveau président nigérien, Muhammadu Buhari, arrivé en tête du scrutin dans 21 des 36 États que compte le pays, devançant ainsi son principal adversaire de plus de 2 500 000 voix. Le président Jonathan s'est engagé dans une campagne fougueuse et c'était un adversaire digne. De façon plus profonde, c'est vous, les Nigérians, qui avez gagné. Le peuple a montré son amour pour notre nation et sa croyance en la démocratie. Selon Muhammadu Buhari, le résultat tel que proclamé reflète la volonté du peuple. Dans les rues du Nigeria, la fête se poursuit. De Kano, la plus grande ville musulmane au nord, à Abuja au centre, les partisans de Muhammadu Buhari célèbrent la victoire de l'APC, le Congrès progressiste et de ses alliés. Vous pouvez voir partout, les gens font la fête. Les gens sont fantastiques. Ils font des sacrifices d'animaux, tout ce qu'ils ont, des vaches, des poulets, des chèvres. Nous sommes très très heureux. Mais déjà, plusieurs défis attendent le nouveau président, mettre fin à la corruption dans le pays et chasser Boko Haram. Et sur ce dernier chapitre, le nouveau président a déjà donné le ton. Je peux vous assurer que Boko Haram va vite mesurer la force de notre volonté collective et de notre engagement à débarrasser la nation de la terreur et pour amener la paix, a-t-il promis. Thomas Guessambi, pour la première fois depuis 1999, c'est un opposant qui accède à la magistrature suprême au Nigeria. Alors voilà une élection dont on redoutait l'issue et finalement la démocratie l'emporte. Comment les Nigérians ont vécu cette élection ? Merci Ali, c'est à la fois historique et admirable. Donc 4 jours durant, les Nigérians ont vécu un suspense électoral qui, ma foi, leur a fait peur, une peur mortelle. Mais revirement de situation, on se rend compte, et j'ai envie de dire que seul le Nigeria avait le secret de ce revirement. Pour une élection dont on redoutait, comme vous avez si bien dit, qu'on pensait voir terminer en bain de sang, curieusement, l'élection finit de façon pacifique. Le président sortant, Goodluck Jonathan, perd. Il perd mais il gagne. Et tout à l'heure, quand vous étiez en train de lancer votre élément, vous avez dit c'est le Nigeria qui gagne. J'ai envie de dire qu'il y a par moments ce qu'on peut qualifier de perte, de défaite héroïque. Goodluck Jonathan perd, mais c'est le Nigeria qui gagne de façon historique. Vous avez parlé de 19 ans. Moi, je veux dire, ce sont les coups d'État qui ont jalonné la vie politique de ce pays depuis les années d'indépendance, depuis 1960 jusqu'à cette date. C'est vraiment historique. Et
les échanges qui vont suivre vont montrer combien de fois des actions ont été posées à la fois par le président sortant et par celui qui est l'élu aujourd'hui pour que le Nigeria sorte comme un modèle. On parle aujourd'hui de géant qui a donné un grand signe au monde entier. D'accord. Thomas Gessambi, le nouveau président, âgé de 72 ans, n'en est pas à ses débuts. En décembre 1983, il mène un putsch qui renverse le président Shehu Shagari. Cet épisode putschiste prend fin en août 1985. Intégrant le jeu démocratique en 2003, Muhammadu Buhari brigue à 3 reprises la fonction présidentielle avant d'être élu. Je vous propose le portrait du nouveau chef d'État, Muhammadu Buhari, le récit de Broléon. Muhammadu Buhari, enfin président de la République fédérale du Nigeria. Cet ancien général de 72 ans est vainqueur de l'élection présidentielle des 28 et 29 mars 2015. Une victoire fruit de la persévérance de cet ancien putschiste qui a dirigé le Nigeria de 1983 à 1985. Musulman du Nord, Buhari a été 3 fois de suite candidat malheureux au scrutin présidentiel 2003, 2007 et 2011. Aujourd'hui président de la République, il devra en 4 ans relever des défis majeurs pour redorer l'image du Nigeria. La lutte contre Boko Haram, l'insécurité, la corruption. La lutte contre la corruption qui a d'ailleurs été le principal argument de campagne de Muhammadu Buhari. Alors Thomas Gessambi, bien observateur, s'accorde à dire que la présidentielle au Nigeria a aussi l'histoire d'une somme de leçons à tirer. Bien entendu, la première des leçons, j'ai envie de dire, c'est de voir un président sortant appeler à 17h15 son challenger pour lui dire « tu as gagné », en concédant naturellement et de cette façon sa défaite. Mais ce qui est intéressant ici à retenir aussi comme leçon, Goodluck Jonathan ne s'arrête pas à la simple et à la seule acceptation de sa défaite. Il va un peu plus loin en s'adressant à ses partisans, en s'adressant à tous ceux qui le portent en estime, en s'adressant à ceux-mêmes qui étaient prêts à aller sur la croix de Golgotha, je vais dire mourir pour lui. Leur dire, j'ai accepté ma défaite, je sais que vous avez une volonté exprimée, mais je souhaite que cette volonté-là s'exprime dans un cadre légal et quand le temps l'exige. Donc déjà, le premier citoyen, j'allais dire, le premier leader qui s'adresse de cette façon à ces leaders calme déjà les ardeurs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir la parole donnée. Goodluck dit, j'ai promis organiser des élections justes et libres. J'ai respecté ma parole. Je pense que la parole donnée sous nos cieux a apparemment perdu de sa valeur, de son côté sacré, mais j'ai envie de dire, voici un homme qui sort grand à ses yeux, mais beaucoup plus aux yeux du monde pour avoir respecté sa parole. Et dans la dynamique, il dira, aucune ambition personnelle ne vaut le sang d'un Nigérien. Des paroles fortes. Paroles fortes en tout cas. Et historique, c'est ainsi que Muhammadu Buhari a qualifié ce mercredi l'issue de la présidentielle nigériane. Quelles sont les attentes des Nigériens vivant ici en Côte d'Ivoire? On va ensemble la suivre, ce reportage de Ben Touré commenté par Abou Sanogo. Bien qu'ils n'ont pas pris part au vote, les Nigériens vivant en Côte d'Ivoire, plus de 3 millions au total, ont suivi avec intérêt les élections dans leur pays. Beaucoup ont craint que l'après-élection ne vire au chaos. Je suis très fier de mon président Jonathan Goodluck parce que lui-même il a appelé président Buhari pour lui dire que vraiment président Buhari, félicitations, vraiment c'est vous le gagnant et puis voilà, c'est beau, c'est joli à voir. Quand les élections se passent comme ça en Afrique, je pense que nous sommes très fiers d'être africains comme ça. Que l'esprit fair-play du perdant l'ait prévalu. C'est le moment pour le nouveau locataire d'Aso Rock, le palais présidentiel du Nigeria, d'opérer le changement qu'il a annoncé durant sa campagne. Il n'y a pas l'électricité convenable au Nigeria. Donc la première des choses, l'électricité. Mes enfants les ont fréquentés jusqu'à partir de ils n'ont pas encore eu de travail. J'ai dépensé, ils ont fait université, ils ont fait tout, mais ils n'ont pas encore eu de travail. C'est ce que je puis dire, n'a qu'à faire façon qu'il a gagné le pouvoir là. N'a qu'à appeler tous les jeunes là, ils vont avoir travail. Corruption partout et puis il y a problème de Boko Haram aussi. De la peur à l'espoir, la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire se réjouit qu'en plus d'être la première puissance économique du continent, leur pays s'illustre également de belles manières sur le plan politique. Thomas Gessambi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Ali.
On vous aura certainement d'autres occasions pour commenter l'actualité internationale. Bonsoir. Et justement, puisqu'on en parlait à l'instant, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara félicite le nouveau président du Nigeria. Monsieur le Président, votre élection à la magistrature suprême de la République fédérale du Nigeria m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Excellence mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour former des vœux ardents de santé et de bonheur pour votre Excellence, ainsi que ceux de plein succès dans l'accomplissement de votre noble et exaltante mission. Je saisis cette opportunité pour vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement des relations légendaires d'amitié et de coopération fraternelle qui existent si heureusement entre nos deux pays. Message signé Alassane Ouattara. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.